Bonsoir à tous. L'hommage, le pastiche, la réinvention, ce sont les thèmes, c'est le fil rouge que nous allons dérouler tout au long de cette saison musicale à l'auditorium du Musée d'Orsay. Mais ce sont aussi les thèmes d'une série d'avant-concerts, de petites conférences qui s'appelle « Les deux font la paire ». Bonsoir. La paire dont je vais vous parler aujourd'hui est extrêmement connue et elle est même devenue un lieu commun de l'histoire de l'art. Elle réunit deux icônes de la peinture dues à deux artistes majeurs, Titien et Manet, et c'est une paire incontournable pour quiconque travaille un jour sur l'histoire de l'art. Mais nous allons voir que cette paire ne relève pas de l'évidence, d'une part, et que d'autre part, la plus scandaleuse des deux œuvres n'est peut-être pas celle à laquelle on pourrait penser. Je vais commencer par vous présenter chacun des deux tableaux brièvement, leur historique. Alors ici, la Vénus d'Urbain, peinte par Titien en 1538. Le peintre était alors âgé de 50 ans, et c'est un tableau qui lui avait été commandé par Guidobaldo della Rovere, qui était duc d'Urbain, et qui était absolument obnubilé par cette peinture. C'est une toile qui est devenue très vite célèbre et qui était admirée par les contemporains de Titien, notamment par l'Arétin et Vasari qui en parlent. Cette œuvre a été conservée ensuite pendant près d'un siècle à Urbino, jusqu'en 1631, date à laquelle la lignée masculine de la famille della Rovere s'éteint et tout l'héritage de la maison della Rovere rejoint Florence, la collection des Médicis, et le tableau trouve sa place alors aux Offices. En 1737, la collection Médicis est cédée au gouvernement toscan et la tribune des Offices où était exposée la Vénus d'Urbain devient alors l'un des endroits les plus visités d'Italie et tous les amateurs d'art et les artistes se pressent pour venir voir la tribune et plus particulièrement cette Vénus, puisqu'il s'agit à partir du XVIIIe siècle, du tableau le plus célèbre et le plus copié par les artistes, à tel point qu'il est même nécessaire à un moment de faire réaliser une copie du tableau et que les artistes doivent demander une autorisation spéciale pour avoir accès à la vraie Vénus d'Urbain. Notre deuxième tableau qui constitue cette paire ce soir est l'Olympia de Manet. L'Olympia qui a été peinte en 1863, plus précisément entre 1863 et 1865, en même temps que le Déjeuner sur l'herbe, toile très célèbre de Manet, qui avait été présentée par l'artiste au Salon des Refusés de 1863, où elle avait provoqué un véritable scandale. 2 ans plus tard, au Salon de 1865, l'Olympia est exposée non pas au Salon des Refusés, puisqu'elle avait été admise par le jury, mais elle provoque à son tour un énorme scandale qui est dû tant à son sujet qu'au traitement pictural de Manet.
le sujet ayant été très vite identifié par les contemporains de l'artiste à une prostituée recevant un bouquet de la part de son client. Et les critiques très violentes dénoncent la saleté, la trivialité, la vulgarité du sujet et de la façon de peindre de Manet. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où ce tableau est présenté au Salon en 1865, aucun critique, alors qu'ils étaient très nombreux, à l'exception d'un seul dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, ne fait le lien entre l'Olympia et la Vénus d'Urbain de Titien, que Manet connaissait pourtant très bien, puisqu'il l'avait copié lors d'un voyage d'études en Italie. Vous voyez ici sa copie, qui est une petite esquisse, et il l'avait certainement en tête, la Vénus d'Urbain, au moment où il a peint Olympia. Et cette paire donc ne relevait pas du tout de l'évidence pour les contemporains de Manet, à tel point que le lien entre les deux œuvres est fait très tardivement, plus de 30 ans après son exposition au Salon de 1865 et 15 ans après la mort de Manet. C'est en effet Léonce Bénédite, conservateur du musée du Luxembourg, qui était alors le musée des artistes vivants, qui, au moment de l'entrée d'Olympia au musée du Luxembourg en 1890, quelques années plus tard, commente l'œuvre en disant qu'il s'agit d'une transposition moderne de la Vénus de Titien. Mais c'est surtout Julius Mayer-Graf, historien de l'art allemand, qui, dans un ouvrage consacré à Manet en 1912, parle d'Olympia en disant qu'elle évoque d'emblée la peinture de Titien. Alors nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi le lien entre les deux peintures n'a pas été fait par les contemporains de Manet, alors qu'à l'évidence, aujourd'hui, on peut observer de nombreux points communs entre les deux peintures. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, il s'agit de toiles de grand format, qui ont des formats d'ailleurs très proches, qui ont tous deux pour sujet une femme nue, étendue dans un intérieur contemporain. Contemporain, pourquoi ? Puisqu'on observe que ce cadre domestique correspond bien à la période à laquelle l'œuvre a été peinte, et cela est identifiable notamment au décor et aux vêtements portés par les servantes. Et à la différence des tableaux mythologiques auxquels ils font référence par leur titre, Vénus et Olympia, Olympia évoquant quelque part l'Olympe, nous n'avons pas ici de prétexte narratif clairement identifiable. En effet, les deux femmes nues sont couchées, l'une joue avec des pétales de fleurs, la Vénus d'Urbain, et l'autre reçoit un bouquet. L'une a un petit chien endormi à ses pieds, et l'autre un chat noir qui fait le gros dos et qui est devenu très célèbre, à tel point que Manet a ensuite été toujours associé à ce chat noir. Et à l'époque où le tableau de Manet est exposé, le grand dictionnaire universel Larousse peut commenter la Vénus de Titien en disant que celle-ci n'a de mythologique que le titre. C'est en effet avant tout une femme nue. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que la façon dont ces tableaux étaient désignés par les artistes eux-mêmes, avant de porter leur titre que l'on connaît aujourd'hui, était la femme nue pour Manet et l'Anuda pour Titien. Et plus qu'une femme nue, il s'agit véritablement d'une femme déshabillée. Ce n'est pas un nu atemporel, mais une femme déshabillée dont la nudité est accentuée d'une part par la présence des servantes habillées en costume contemporain, mais aussi par la présence des bijoux qu'elle porte, bracelets, boucles d'oreilles ou colliers pour Olympia. Et d'ailleurs, avant de les déshabiller, les artistes avaient représenté leur modèle sous la forme de portraits habillés. Vous avez à gauche la Bella, qui est le même modèle qui a servi à la Vénus d'Urbain et qui avait été commandé par le père du duc d'Urbain. Et à droite, un portrait de Victorine Meurant, qui est le modèle favori de Manet dans les années 1860, qui a également posé pour le déjeuner sur l'herbe. Autre point commun entre les deux artistes, c'est que tous deux reprennent des modèles antérieurs qu'ils actualisent dans leurs tableaux. On vient de voir que Manet avait repris comme modèle la Vénus de Titien, mais Titien lui-même s'inspire d'une Vénus célèbre, la Vénus endormie de Giorgione, Giorgione qui avait été son maître, et Titien d'ailleurs a contribué à peindre avec Giorgione ce tableau de la Vénus endormie, également connu sous le titre de la Vénus de Dresde. Et nous noterons un peu plus tard les différences qu'il existe néanmoins entre la Vénus d'Urbain et la Vénus de Dresde. Manet était un grand admirateur de Titien et
ce n'est pas étonnant dans la mesure où il a été pendant 6 ans l'élève de Thomas Couture. Thomas Couture, dont vous connaissez nécessairement Les Romains de l'Indépendance, un incontournable du musée d'Orsay. Thomas Couture qui admirait beaucoup les peintres vénitiens du XVIe siècle, et ces Romains de la Décadence sont un hommage aux noces de Cana de Véronèse. Et Manet, qui a copié la Vénus d'Urbain à Florence, a également copié de nombreux tableaux de Titien au Louvre. Vous voyez ici par exemple la Vénus du Pardo, actuellement en restauration, et d'ailleurs la copie de Manet fournit des indications pour cette restauration. Ou encore la Vierge au lapin, toujours d'après Titien. Et d'ailleurs, ces copies l'ont peut-être inspiré pour la position qu'il donne à la servante d'Olympia. Plus encore, Manet a peut-être été inspiré par la vie même de Titien, vie qui avait fait l'objet d'une publication par un historien de l'art célèbre, Charles Blanc. Et dans cette vie de Titien par Charles Blanc, une anecdote célèbre est rapportée, à savoir que Titien, pour plaire à l'empereur Charles Quint, lui avait offert un Christ couronné d'épines et une Vénus, comme pour flatter en lui tout à la fois la dévotion et la volupté. Or, Manet, au salon de 1865, présente en même temps qu'Olympia Jésus insulté par les soldats, rappelant la paire de Titien, et cette association avec Olympia crée évidemment aussi une partie du scandale. Autre point commun entre les deux tableaux, c'est leur construction spatiale. Nous avons en effet une femme étendue et une grande draperie verte sur le côté gauche et une ligne verticale qui vient séparer la composition et qui ouvre sur un espace qu'il est très difficile d'identifier et qui fait encore l'objet de nombreux débats parmi les historiens de l'art, à savoir, on ne sait pas si on est dans le même espace que celui de la Vénus, ou bien s'il s'agit d'un tableau dans le tableau, ou bien d'une ouverture. Dans le cas de l'Olympia, il y a moins d'ambiguïté sur cet espace. En revanche, vous avez ici un portrait par Manet de Zacharias Truc, où vous retrouvez cette ambiguïté spatiale avec la bordure derrière Zacharias Truc, qui pourrait aussi bien être la bordure d'un miroir que celle d'un tableau, que l'ouverture vers une pièce qui se situe derrière l'espace de la représentation. Alors Zacharias Truc, c'était un ami proche de Manet et c'était justement l'auteur du poème Olympia qui accompagnait le tableau au salon de 1865. Et c'est un poème qui avait fait beaucoup rire les critiques puisque ce poème s'appelait La fille des îles et il décrivait Olympia comme une auguste jeune fille en qui la flamme veille. Et donc évidemment, comme le public et les critiques y voyaient plutôt une prostituée, ces vers les amusaient beaucoup. Alors, on pourrait croire justement que c'est parce que le public et les critiques voyaient en Olympia une prostituée qu'elle a choqué. Or, le tableau de Titien lui-même était perçu à l'époque de Manet comme le portrait d'une courtisane, et plus précisément de la maîtresse du duc d'Urbain. Mais cette courtisane-là, cette courtisane de la Venise du XVIe siècle, était perçue à l'époque comme une grande dame, une femme cultivée qui s'adonnait volontiers aux lettres et aux beaux-arts et qui tenait salon. Et il est significatif d'observer que Léonce Bénédite, qui est donc le premier à faire ce rapprochement entre Vénus et l'Olympia, dit que la Vénus du Titien et l'Olympia, qui en est la transposition moderne, enfin entre les deux, on sent toute la déchéance de la race, tout ce qui sépare la courtisane d'autrefois de la fille d'aujourd'hui. Donc vous voyez, nous sommes face à un paradoxe, puisque le tableau de Titien est admiré alors même que son modèle passe pour être une courtisane, alors qu'Olympia fait scandale, tandis que son modèle est Victorine Meurent, qui n'est elle-même pas une courtisane, mais qui prend la pose à la manière de la courtisane représentée dans la Vénus d'Urbain. Alors venons-en maintenant tout de même aux différences profondes qui séparent les deux tableaux. Le tableau de Titien, je vous l'ai dit, incarne en fait le modèle du beau idéal pour les artistes depuis le XVIe siècle et jusqu'au XIXe siècle. Et Daniel Arras, qui a écrit un texte très célèbre sur la Vénus d'Urbain et l'a comparé à l'Olympia, texte qui s'appelle La femme dans le coffre, désigne la Vénus d'Urbain comme la matrice du nu érotique féminin et il la qualifie même de première pin-up. Donc c'est un modèle qui est revendiqué par les artistes classique. Elle a d'ailleurs été copiée par Ingres
voyez ici cette copie qui date de 1822. Et donc, cette Vénus d'Urbain est un monument d'érotisme. Pourquoi ? Parce qu'elle instaure un rapport de complicité érotique avec le spectateur auquel elle s'offre, dans une lumière douce, la tête penchée, les cheveux qui caressent, qui retombent de façon caressante sur sa peau. Elle est toute en courbe, ses lignes sont toutes en courbe, et elle a une tête inclinée, une pose enjôleuse, et surtout un regard qui s'adresse directement au spectateur. D'ailleurs, ce monument d'érotisme qui était exposé dans la tribune avait très longtemps été caché par une autre toile dans la tribune, une autre toile qui représentait l'amour sacré, tenant un flambeau allumé et empêchant l'amour profane de découvrir totalement la Vénus. Et donc on pouvait, pour les visiteurs les plus importants, enlever le cache et découvrir la Vénus d'Urbain. Et ce voile est resté jusqu'en 1784. Et il a certainement été enlevé pour le marquis de Sade, qui était à Florence en 1775 et qui a donc été témoin de ce dévoilement et qui décrit le trouble et l'émotion que lui a procuré la contemplation de ce tableau sublime. Donc ce dispositif, ces lignes courbes, ce regard adressé au spectateur, cette chevelure développée de manière érotique est repris par les peintres académiques comme Cabanel et Baudry, qui exposent en 1863 en même temps que le Déjeuner sur l'herbe et qui, eux, sont célébrés par les critiques et de façon officielle. Leurs tableaux sont achetés, la Vénus de Cabanel notamment, et ils n'ont aucun problème similaire à ceux de Manet qui présentent son Olympia. Olympia, en revanche, n'a plus de lumière dorée qui l'éclaire, mais une lumière crue. Elle a la tête dressée, elle regarde avec aplomb le spectateur, avec une certaine indifférence dans son regard, et elle a la main fermement appliquée sur son sexe. Elle est jugée laide, sale, triviale. On la considère comme une femme vénale qui reçoit le bouquet d'un client. Ce qui dérange dans Olympia, ça n'est justement pas sa charge érotique, mais son absence d'érotisme, et d'avoir à faire face avec un nu qui précisément n'est pas érotique. J'en viens maintenant à la main d'Olympia et à la main de la Vénus d'Urbain. Je vous ai dit que la main d'Olympia était fermement appliquée sur son sexe. C'est une manière de montrer le contrôle qu'elle exerce sur son propre corps et de faire barrage. En revanche, la Vénus d'Urbain a un geste tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'art, un unicum qui n'a jamais été reproduit, qui a été analysé par des historiens de l'art spécialistes de la Renaissance, dont Daniel Arras, mais qui reprend les analyses de Rona Goffen, spécialiste de la Renaissance italienne. Et Rona Goffen, en observant la main de la Vénus d'Urbain, voit qu'il ne s'agit pas d'une Vénus pudique, une Vénus qui cache son sexe, mais qu'en réalité, la Vénus est en train de se caresser. Et c'est un geste qui est à la limite du pornographique pour un tableau, mais qui, en revanche, dans les mœurs de l'époque, était un geste admis et même recommandé dans l'intimité du mariage, puisqu'on croyait en effet à cette époque, à la Renaissance, que pour avoir des enfants, pour que la fécondation advienne, la femme et l'homme devaient éprouver une jouissance au même moment. Donc ce genre de tableau, ce genre d'image était fait pour stimuler les époux et figurer dans les chambres matrimoniales. Et le fait de regarder des beaux tableaux au moment de l'étreinte devait procurer une puissance magique qui permettait d'obtenir de beaux enfants. Donc, si l'on observe bien ce geste, on voit qu'il est déjà présent dans la Vénus de Dresde, la Vénus de Giorgione. Mais il y a ici une grande différence avec le tableau de Titien, c'est que cette Vénus est endormie. Elle ne regarde pas le spectateur et elle est inscrite dans un paysage atemporel. Elle n'est pas dans un intérieur contemporain. Elle est dans l'ignorance de nos regards et d'ailleurs elle ne porte pas de bijoux qui la rendent actuelle, au contraire donc de la Vénus d'Urbain. Alors ce geste incroyable, personne ne l'a remarqué, hormis Mark Twain, le célèbre romancier américain qui est en voyage en Italie en 1880 et qui est absolument offusqué par l'indécence de ce geste et qui désigne la chose comme la plus obscène et la plus vile qu'il ait jamais vue.
C'est un tableau qui, selon lui, n'a rien à faire dans un musée, qui ne devrait pas être vu par les jeunes filles. Et il dit que ce n'est pas tant la nudité de la Vénus, mais la position de sa main que la décence l'empêche de décrire. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que précisément, le seul critique qui a écrit de manière très confidentielle et donc très peu lu, qui ait fait le lien au moment où le tableau de Manet a été présenté en 1865 entre Manet et Titien, ce critique s'appelle Amédée Cantaloube, décrit l'Olympia comme une sorte de guenon grimaçant la pose et le mouvement du bras de la Vénus de Titien, à l'exception de la main qui se crispe dans une sorte de contraction impudique. Donc en fait, c'est Olympia et sa main qui font barrage qui devient impudique et non plus Titien. Manet, en fait, défait ce qu'on appelle l'érotique de la peinture, à savoir cette articulation qu'il existe entre le désir de voir et le désir de toucher, et qui est portée à son comble par Titien, et que l'on peut illustrer, cette érotique de la peinture, par le mythe de Narcisse, qui est perçu comme l'inventeur de la peinture, parce qu'en voyant son propre reflet dans l'eau, il suscite une image qu'il désire voir et qu'il désire toucher, mais qu'il ne peut pas toucher s'il veut la voir. Donc, c'est ce qu'on appelle l'érotique de la peinture. Et Manet défait cette érotique en montrant quelque chose qui finalement n'est plus que de la peinture. Il aplatit le tableau dans la perspective et il annule la relation érotique que la peinture peut entretenir avec le spectateur. Après la présentation de l'Olympia au salon de 1865, Manet, curieusement, s'étonne de la mauvaise réception de son tableau et s'en émeut auprès de son ami Baudelaire, qui était alors en Belgique. Et il lui écrit « Je voudrais bien vous avoir ici, mon cher Baudelaire. Les injures pleuvent sur moi comme grêle. J'aurais voulu avoir votre jugement sain sur mes tableaux, car tous ces cris m'agacent, et il est évident qu'il y a quelqu'un qui se trompe. » Manet écrit à Baudelaire car peut-être répondait-il lui-même avec ce tableau à un défi lancé par Baudelaire au peintre qu'il appelait le peintre de la vie moderne, et peintre qui n'est pas Manet mais plutôt Constantin Guis dans l'esprit de Baudelaire. Mais Baudelaire écrivait « Si un peintre, patient et minutieux, mais d'une imagination médiocre, ayant à peindre une courtisane du temps présent, s'inspire d'une courtisane de Titien ou de Raphaël, il est infiniment probable qu'il fera une œuvre fausse, ambiguë et obscure. » Ce texte a été publié en 1863 et Manet certainement espérait démontrer à Baudelaire qu'il pouvait parvenir à réaliser le contraire. Mais Baudelaire a ces mots terribles. Il répond à la lettre de Manet en disant « Croyez-vous que vous soyez le premier homme placé dans ce cas ? Et pour ne pas vous inspirer trop d'orgueil, je vous dirai que vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. » Suite à cette déception, Manet part en Espagne, où il découvre alors la peinture de Velázquez, peintre qui supplante alors Titien dans son panthéon artistique. Olympia, elle, reste dans les mémoires, et Manet la conserve jusqu'à la fin de sa vie dans son atelier. Elle entre ensuite au musée du Luxembourg en 1890, grâce à une souscription publique menée à l'initiative de Claude Monet, et rejoindra les 6 messes du Louvre en 1907. Alors pour conclure, je voudrais vous montrer un rapprochement absolument unique, qui est le rapprochement de cette paire, la Vénus d'Urbain et l'Olympia de Manet, qui ont été rassemblés pour la première et sans doute unique fois l'été dernier à Venise, dans l'exposition intitulée Manet Ritorno a Venezia, exposition dont le commissariat a été assuré par Stéphane Guégan et Guy Cocheval. Et c'est grâce à Guy Cocheval et à des négociations très importantes, puisque ce sont 2 chefs-d'œuvre qui ne quittent jamais les 6 messes de leur musée, ces 2 tableaux ont pu être réunis. Et je pense que Manet n'aurait jamais imaginé une telle consécration. Merci.